Merci aux organisateurs de nous avoir donc conviés à cette dernière table ronde. Et donc, c'est toujours très difficile d'être les derniers intervenants dans un colloque de 2 jours et demi. Parce que d'abord, les gens sont fatigués, il y a les trains à prendre et donc il y a les horaires qui deviennent de plus en plus courts. Et puis, enfin, surtout, de façon beaucoup plus scientifique, je dirais que beaucoup de choses ont été dites et ce qui rend l'exercice compliqué pour ceux qui ont en charge d'intervenir dans cette dernière table ronde. Cependant, cette dernière table ronde a été pensée un petit peu différemment. Enfin, c'était la consigne qui nous a fait organiser cette table ronde parce qu'elle n'a pas été pensée comme les précédentes qui réfléchissaient à aborder des thèmes, des concepts comme la transmission, comme la matérialité, comme les commémorations, etc. Mais plutôt du point de vue de ce que l'on fait en général au début d'une recherche, c'est-à-dire en se posant la question de avec quoi on travaille, avec quoi, justement sur ces questions compliquées des villages martyrs, et donc des histoires traumatiques. Et comment on peut traiter ces questions et avec quels matériel on peut l'aborder. Donc ça n'est pas étonnant, même si le colloque a une dimension pluridisciplinaire au sens de discipline académique, mais aussi de discipline en tant que métier, parce qu'il y a des chercheurs, il y a des documentalistes, des responsables de musées, des responsables de mémoriaux, d'institutions patrimoniales et d'archivistes. Et donc, c'est ce qui fait la richesse. Et les archives, évidemment, c'est le propre du métier d'historien que d'y avoir recours. Et c'est aussi l'objet que l'on partage avec les archivistes, qui sont d'ailleurs finalement les membres de cette table que je vous présenterai, puisque nous avons 2 historiennes et un archiviste qui sont souvent historiens aussi. Donc, voilà. Donc, Françoise Passera, Michel Sarter et je viens de l'apprendre, Patricia qui nous rejoint à la place de la personne qui était indiquée sur le programme. Donc, cette question, la table ronde est intitulée Archives et témoignages. Enfin, c'était le titre qui avait été donné. Je voudrais juste dire un mot parce que pour moi, les témoignages, et notamment les témoignages oraux et audiovisuels, deviennent des archives à partir du moment où ils sont conservés, ils sont réutilisés, ce qui nous amènera à une définition de ce que sont les archives, je crois, parce que dans le fond, peut-être que la distinction qui avait été faite par la commande de cette table ronde, archives et témoignages, cette distinction tient à la forme de la réalisation des témoignages oraux qui se fait au moment. L'archive est constituée au moment de l'enquête, de l'entretien, et ensuite elles deviennent des archives au même sens que les autres. Voilà. Donc on reviendra sur ces questions et sur peut-être ces distinctions au cours de la table ronde. Alors avant de commencer, je voulais faire quand même 2 constats, 2 constatations. C'est-à-dire que sur le sujet qui intéresse l'ensemble de ce qui a été abordé au cours de ces 2 jours et demi, et plus généralement sur les questions de la guerre, on est face à un paradoxe qui est celui d'avoir des sources très nombreuses, variées, peut-être même, on pourrait dire, un trop-plein de sources, des masses tout à fait importantes, et en même temps d'être confronté, on l'a vu pratiquement tout le temps, au silence, aux oublis, à l'absence. Et donc, comment travailler avec ce trop-plein et avec ces absences, donc, ces traces, parfois éphémères, fragiles, qu'il faut savoir trouver, qu'il faut savoir repérer, des traces qui sont parfois reconfigurées, on l'a vu aussi, par la médiation, par les expositions, qui créent elles-mêmes et qui deviennent elles-mêmes des archives d'un temps où on a raconté cette histoire, puisque dans le fond, l'histoire et la mémoire sont 2 formes de récits qui racontent le passé. Et donc, il y a tout cela, mais en même temps, il y a l'impossibilité parfois d'accéder aux documents, quels qu'ils soient, et là aussi, on l'a vu.
Deuxième constat, c'est que l'on dispose en effet de sources extrêmement variées. Et ces sources, quand on les prend, elles nous disent souvent bien autre chose que les faits, notamment le témoignage oral dans les trous, dans le hors-champ, comme cela a été dit, on verra, nous disent autre chose que les faits. Mais désormais, il faut faire avec l'élargissement de la notion d'archive. Cette notion d'archive, qui est ce mot partagé entre historiens et archivistes, on a d'autres mots qui arrivent, qui sont habituellement employés, les sources, c'est aussi quelque chose que l'on prend. Et puis maintenant, il y a le terme de données, qui est le terme qui est pris par l'ensemble des disciplines, et notamment les disciplines des sciences dites dures, qui sont ces habitudes et qui sont aussi liées à toute à la mode, le terme est mal choisi, mais à la manière de faire des bases de données et qui sont des nouvelles formes à la fois de conservation, ce sont des outils bien sûr les bases de données, mais qui posent des nouvelles questions, qui reposent d'ailleurs le rapport qualitatif-quantitatif, qui est cette espèce d'opposition constante qu'on a quand on travaille avec les archives. Donc, nouvelles formes de conservation, nouvelles formes de diffusion, nouveaux outils. Et autre chose aussi, qui est une dimension récente, c'est l'introduction du numérique et de la science ouverte, qui, là aussi, repose le statut des archives et du moins oblige à s'interroger sur le statut des archives. Et évidemment, et c'était l'objet de cette table ronde, poser des questions de méthode et alors les trois questions sont très très classiques, je vais le poser ainsi, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que c'est, comment et pourquoi faire finalement, c'est les trois questions, qu'est-ce qu'on fait pour collecter, pour conserver, pour restituer, en sachant, et on ne l'oublie pas, puisque c'est le thème même du colloque, que l'on travaille sur une des histoires de l'autre. Donc, les trois intervenants, du coup, qui sont autour de cette table ronde, vous les connaissez, sauf Michel Sarter, qui n'est pas encore intervenu, qui est le directeur des archives de Haute-Vienne, qui interviendra en tant qu'archiviste, et l'archiviste, dont c'est le métier de collecter, de trier, de conserver pour le futur. Voilà. Donc, ce qui permet aux historiens du futur de travailler et d'assurer du point de vue institutionnel la transmission. Et puis deux historiennes, Françoise Passera de l'Université de Caen et Patricia Dogliani de l'Université de Bologne, que vous avez déjà entendu. Donc voilà, j'ai posé trois questions, et on va commencer par la première, et peu importe qui, alors attendez là-dessus, voilà. Je n'arrive pas à avancer, je ne peux pas tout faire. C'est la première suivante. Merci. Voilà. Donc voilà, première question que je vous demande de lire et que vous avez lue. Donc je ne sais pas qui veut commencer, Françoise ou Michel. Voilà, Michel, allez-y. Bien, je vais peut-être commencer par définir ce que sont les archives. Je pense que c'est important de savoir de ce dont on parle. Donc les archives en France sont définies par la loi, par l'article L211.1 du Code du patrimoine, qui dit que les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, qui est de 2018, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits et reçus par toute personne physique ou morale, par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de cette activité. Vous voyez, c'est quasiment une tautologie, quoi. Tout peut être archive du moment que ça documente. Donc, il y a une vision, on va dire, un peu plus philosophique au niveau international qui définit, donc, ça c'est le Conseil international des archives, qui définit les archives comme produits documentaires dérivés d'activités humaines. Les archives sont conservées en raison de leur valeur dans la durée, témoignent de la vie et des gestes quotidiens des personnes et des organisations et permettent ainsi d'éclairer les éléments du passé.
Et tout ça peut être un petit peu condensé dans la Déclaration universelle des archives, qui définit les archives comme un patrimoine unique, irremplaçable, transmis de génération en génération, source d'informations fiables, qui joue un rôle essentiel sur le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. Donc, voilà. Globalement, les archives, il faut retenir que c'est un ensemble de documents. Donc, dans les archives, en tant qu'institution, on conserve tout ce qu'on peut conserver, sauf les objets qui relèvent plutôt des institutions muséales et évidemment des constructions qui ne peuvent pas être conservées dans les services d'archives et qui, elles, relèvent en général plutôt des architectes des monuments historiques et de ces spécialités-là. En tout cas, les archives, c'est ce qui documente. Et ça peut être privé, ça peut être public, ça peut être très ancien, ça peut être très récent. Donc c'est très très large comme définition. C'est très large, mais vous doutez que les institutions n'étant pas indéfiniment extensibles, en réalité les archives sont produites en grand nombre mais conservées en nombre beaucoup plus petit, puisqu'on ne garde qu'environ 20 voire 10% pour certaines séries de tout ce qui est produit. Donc ça sous-entend qu'au niveau des archives, il y a dans un premier temps un travail de sélection qui est fait. Donc cette sélection, elle est standardisée pour les archives publiques et elle s'appuie notamment sur les textes nationaux et donc sur le choix d'archives qu'on considère comme essentielles et plutôt synthétiques, avec comme objectif de restituer le plus possible les traces de l'activité humaine, soit par organisation ou par une vision globale de la société. Donc, ce tri, qui est fait dans les archives. Après, parfois, il est aussi fait de manière accidentelle parce que tout ne se conserve pas. Et vos voisines de droite peuvent en témoigner, puisque la Normandie, par exemple, dans les années 40, a beaucoup perdu d'archives par le fait d'accidents venant du ciel. Voilà. Je vais laisser la parole aux historiens. Oui, donc, Françoise, on pourrait dire en partant de ce que vous venez de dire. Oui. C'est qu'on a là l'opposition entre l'historien qui voudrait tout avoir et l'archiviste qui trie, et donc l'idée qu'on ne dispose finalement que d'une infime partie de ce que le passé a produit. Donc Françoise pourrait dire de cette définition des archives, et surtout à partir d'exemples, aborder les différentes catégories d'archives avec lesquelles tu as pu travailler sur la Normandie. Oui, alors, moi, évidemment, c'est un peu compliqué parce que je ne vais pas vous faire un répertoire de côtes. Et surtout que je n'ai pas vraiment travaillé sur des villages martyrs. En Normandie, là, en ce moment, je travaille plutôt sur les exécutions sommaires, c'est quand même un petit peu différent. Mais bon, de façon générale, l'idée, c'est, je crois, d'abord d'essayer d'établir des faits le plus précisément possible. À la fois faire le point de tout ce dont on dispose pour établir des faits, et le plus souvent c'est dans les archives de l'occupation qu'on les trouve, les archives de la répression, alors surtout évidemment là pour les villages martyrs de la répression allemande, parce que c'est souvent des exactions menées uniquement par les Allemands, mais quand il s'agit d'exactions commises par la police et par les Allemands, on peut trouver beaucoup de choses dans les archives de la police. Et je pense par exemple au cas en Normandie d'un commissaire de police qui va être condamné à mort, mais son dossier de justice est très très riche et il raconte point par point toutes les opérations militaires qu'il a menées avec les Allemands contre la résistance, et qui sont une source tout à fait importante. Évidemment, c'est aussi du côté des archives allemandes qu'il faudrait se tourner. Bon, voilà, moi je suis pas rien à dire, parce qu'il y a Magali Malkela, on ne peut rien dire sur les archives. Non, c'est pas ça. Je pense que globalement, elles sont totalement sous-exploitées pour des questions de langue et pour des questions d'accès. On a du mal à les trouver souvent. Et donc, elles n'ont pas la place qu'elles devraient avoir pour établir les faits. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses en Allemagne qui existent et qu'on ne connaît pas. Établir les faits, je pense que c'est essentiel aussi d'établir les ombres et les interprétations diverses des documents qu'on peut
trouver pour en fait faire un travail sur la mémoire, établir les faits historiques, ça me semble la première chose à faire. Et ensuite, bon, il y a beaucoup d'archives qui ont été établies. En France, juste après la guerre, il y a le service de recherche des crimes de guerre, ENMI en France, qui a lancé dans tous les départements des enquêtes de police et des enquêtes de gendarmerie sur toutes les crimes, exactions, meurtres, assassinats qui ont pu être menés. Donc, dans quasiment tous les départements de France, vous trouvez des enquêtes de gendarmerie qui sont souvent extrêmement précises, surtout quand il y a eu des témoins, où on a parfois 4, 5, 6 pages d'archives pour une exaction et qui sont particulièrement bien faits et très précis. C'est l'enquête de gendarmerie qui sont très très riches. Après, la difficulté, c'est quand il n'y a pas de témoins. On a des noms, on a des fois des lieux, et quelquefois on n'a pas de sépulture non plus. Donc là, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On peut juste constater que la personne est partie en bicyclette ou qu'elle est jamais revenue. Hein. On a beaucoup de dossiers de ce type-là. On a aussi, je reviens pendant l'occupation, la série, la J41, qui sont les archives des services d'armistice, qui sont, les premières années, tout au moins, jusqu'en 42, répertorient toutes les exactions qui sont menées et le non-respect des lois d'armistice. Donc, là, on trouve aussi beaucoup de choses. Donc, voilà, pour établir les faits. Mais je pense aussi à le travail de terrain, aller sur les lieux, voir les lieux, imaginer ce qui s'est passé, comprendre les difficultés, les invraisemblances des choses. Le terrain, ça fait pas des documents d'archives, je ne vais pas en avoir beaucoup dans vos archives, mais je trouve que c'est un passage obligé pour faire un travail de ce type. Et puis bien sûr, il y a toutes les archives qui sont nées après la guerre, alors le service de recherche des crimes de guerre, et puis toutes ces archives établies pour des reconnaissances de statut de résistance, statut de victime civile, statut de mort pour la guerre, et à Caen, on conserve tous ces dossiers individuels. C'est 15 boîtes, 21 000 fiches de dossiers. Alors, à une époque où les statuts ne sont pas établis, donc on les appelle fusillés, on les appelle massacrés, on les appelle otages, on les appelle décédés. Mais ce sont des fonds tout à fait importants, où là encore, on trouve des familles qui déclarent le décès d'un proche, ou bien des comités de libération qui déclarent aussi des résistants décédés, et qui aide à la compréhension aussi des faits. Et puis, ce que je voulais dire, alors bien sûr, les travaux autour du témoignage et des témoins. Après la guerre, évidemment, les premiers témoignages commencent dans les années 80, dans le meilleur des cas. Et évidemment, il y a les catégories d'acteurs interrogés sont surtout les résistants, assez peu les civils. À Caen, les premiers témoignages de civils naissent avec le mémorial de Caen. À l'origine, ce n'était pas du tout un musée de la Seconde Guerre mondiale qui avait été pensé, c'était plutôt un musée de la bataille de Caen. Et là, il y a eu une grande collecte de témoignages oraux qui ont été faits auprès des cadets, pour qu'ils racontent leur histoire. Donc, bien sûr, les témoignages. Ce que je voulais dire aussi à propos des archives, c'est qu'elles servent aussi très souvent, elles sont aussi instrumentalisées, hein, elles servent aussi à un discours narratif dans la mémoire. Et on voit bien que très souvent, on s'appuie sur un document d'archive. Je pense à Distomo, la photographie, dont on n'est pas sûr que c'est une photographie de Distomo,
à Marzabotto ce plan de la division Bremer qu'on a retrouvé, que l'on voit dans tous les dépliants. Donc il y a aussi toute cette utilisation des archives par les acteurs de la mémoire. Bon, voilà, c'est un petit peu vague, c'est une question tellement difficile à répondre. Donc, Moi, je répondrai en cette question, tous ensemble. Je ne connais pas les questions, alors. Ça, et il y en a d'autres, non? Oui, il y en a trois. Alors, peut-être on peut passer à la deuxième et la troisième. Peut-être, moi, je vais revenir sur ce que vient de dire Françoise et ensuite Patricia qui fera une réponse globale peut-être sur l'ensemble des archives. Désolée parce que je ne savais pas, sinon je t'aurais envoyé les questions bien sûr. Et donc, je pense que les images sont, les photographies par exemple, sont des archives qui ont été utilisées il y a déjà maintenant longtemps par les historiens, hein, je veux dire, c'est pas nouveau, mais la photographie, elle est extrêmement intéressante et comme toutes les archives, elle doit être questionnée évidemment. Hein, une archive n'est jamais objective et une archive n'est jamais la vérité vraie qu'on vous met à disposition, même dans les témoignages extrêmement précis des rapports de gendarmerie ou même dans les archives institutionnelles, c'est toujours le produit d'une institution, d'une personne, etc. Alors la photographie, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait important parce que ça joue à plusieurs niveaux. Ça joue d'attestation de la preuve. Il était là, il n'était pas là, la personne était là, on la reconnaît sur la photographie. On met un visage, on l'a beaucoup dit, hein, on met un visage sur les gens. On atteste d'une réalité comme ici, qui était là dans ces opérations. Bien entendu, les photographies, elles sont toujours posées. Donc évidemment, il y a toujours ce qu'on appelle le champ et le hors-champ. C'est-à-dire que c'est toujours pris avec un angle de vue. Et là encore, il y a un point de vue hein, dans la photographie. Et je pense que non seulement ça atteste, c'est une attestation de la preuve, mais ça aussi raconte. Une photographie, c'est un récit qui est fixe. Et puis, il y a maintenant toute la production extrêmement importante visuelle et audiovisuelle qui est là, alors en pléthore. Et par exemple, s'agissant du Vercors, il y a un nombre, j'imagine que pour Caen ou Radour et tous les visages dont on a parlé, il y a une pléthore de reportages faits de façon officielle ou faits par des individus qui mettent ça maintenant sur Internet et parfois sans aucune identification. Et on peut se poser la question de qui met quoi, pourquoi et comment, en tout cas, tout cela est mis en place. Et je crois que c'est aussi des choses qui peuvent être datées, comme par exemple ces photographies qui permettent de comparer les maisons d'avant et puis les maisons d'après, hein, qui sont ce terrain dont parlait Françoise. Et donc, toute cette façon dont finalement, ce que l'on ne peut pas mettre dans les archives, dont on parlait tout à l'heure, que l'aménagement des villages, qui est parfois dans les archives, parce qu'on trouve des choses beaucoup plus importantes, mais il faut savoir le lire. Et donc, ce qui nous permet de dire qu'est-ce qu'on conserve, quels sont ces corpus que l'on met. Et donc, la deuxième question. La deuxième question qui est comment constituer ces matériaux en source et en corpus, puisque on sait bien que les historiens se constituent des corpus plus ou moins importants et que leur recherche est toujours le produit du corpus qu'ils ont su constituer. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est toujours l'exhaustivité ou le prisme qui est important et on ne peut pas tout avoir et il faut faire avec ce dont on dispose. Et pour ce faire, il faut que tous les corpus, et alors c'est des questions qui se posent beaucoup plus depuis qu'il y a des bases de données, je pense, mais que les archivistes se sont posés beaucoup plus tôt, hein, puisqu'ils ont créé des outils pour que l'on puisse conserver et restituer. Donc j'aimerais vous entendre un peu sur ces dimensions, et évidemment on survole tout ce qui est ce sujet
quand on préparait, on se disait, bah, on a besoin de plus d'une heure. Donc Michel, Françoise et peut-être Patricia, après si elle veut rassembler tout ça. C'est la question du milieu, puisque la dernière, ce sera comment on valorise et on restitue. Pour ce qui est de la constitution des corpus, donc en fait, comment est-ce qu'on collecte les fonds en langage archivistique? Donc, tout dépend déjà de à quel endroit on se situe. Puisque donc, la collecte en France est organisée de la manière suivante. Tout ce qui émane des organismes centraux est collecté au niveau national, tout ce qui émane des organismes déconcentrés ou décentralisés est récolté au niveau territorial, soit dans les archives départementales, soit régionales, soit communales. Donc ça fait déjà plein de corpus différents. Donc, ce qui nous permet de travailler ensemble, c'est que donc, on constitue des inventaires, donc des instruments de recherche par producteur, qu'on met ensuite en relation avec ce qu'on appelle soit des guides des fonds qui sont entre les mains d'une institution. Par exemple, aux archives départementales de Haute-Vienne, on a un guide des sources concernant Oradour qui représente 94 pages de code. Et encore, j'ai regardé tout à l'heure, je me suis aperçu qu'il manquait encore d'autres cotes à droite et à gauche, donc je pense que la centaine de pages ne doit pas être très loin. Et puis ensuite, donc, au-delà de ça, donc, on peut aussi faire donc, des guides des sources qui sont, interinstitutionnels. Donc, en Limousin, avant, on avait un organisme qui s'appelait AEL, Archives en Limousin, qui a fait plusieurs outils de recherche pour tous les fonds sur un sujet concernant la Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse. Donc, il y en a un sur la guerre qui peut être intéressant dans les sujets qu'on aborde ici, donc qui permettent en fait de connaître les sources qu'il y a dans différentes institutions. Bien évidemment, donc, la plupart du temps, il s'agit uniquement des institutions publiques avec des moyens humains suffisants pour pouvoir relever l'ensemble des sources. Après, il y a des institutions qui ont un peu moins de moyens, voire très peu de moyens, qui sont des institutions communales, donc des communes de relativement petite taille. Donc, dans le cas d'Oradour, par exemple, les archives communales sont très peu exploitées parce qu'elles sont assez peu décrites. Il existe actuellement uniquement une liste qui a été réalisée par une société sous la houlette des archives départementales pour les archives de 44 à 53 à peu près. Et on est en contact avec eux pour essayer de travailler sur la suite et d'obtenir un inventaire un petit peu plus complet pour l'ensemble de la période post-massacre. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est les sources associatives aussi, ou les sources personnelles. Donc pour Oradour, on a le cas notamment de l'association des familles qui a des fonds très riches, qui pour l'instant est très très peu décrit aussi, qui est finalement très éclaté et composé de plein de petites choses, et sur lesquelles actuellement il y a un travail en cours. Donc c'est Ludivine Brunet, qui est une jeune fille, qui est entre autres membre de l'association, et qui a été aussi un petit peu formée par mon adjoint pour rester dans les talents d'archivistique. Donc en fait, on a énormément de sources. Et là, pour l'instant, je ne suis resté que sur les sources françaises, sachant qu'effectivement, il y a aussi des sources allemandes. Et l'organisation archivistique allemande n'a rien à voir avec l'archivistique française. J'ai pour avoir passé quelques semaines aux archives militaires à Fribourg. Effectivement, c'est une organisation qui est très complexe, qui est à la fois donc structurée institutionnellement, mais qui regroupe aussi beaucoup d'éléments qui sont des éléments qui seraient considérés comme publics, mais qui sont traités comme des archives privées. Enfin, voilà. Puis ensuite, donc, vous avez les archives du parti nazi qui sont quelque part dans Berlin, vous avez les archives de Lichterfelde à Berlin, vous avez un bout dans l'ancien site de la Stasi, notamment pour tout ce qui constitue les films, donc, et les bases qu'ils ont, dans le système Basias, il n'est pas très clair à utiliser. Et là, je ne parle que des Allemands, parce que vous savez qu'il y a aussi des choses qui sont parties en Russie, dont une partie est revenue, donc effectivement, il y a beaucoup de choses. Donc l'historien, il a pas mal de sources, il a des outils pour essayer de chercher, il n'aura jamais accès à tout. Et en plus de ça, il a aussi donc, dans les sources la liste de tout ce qui a été détruit, soit officiellement, par élimination, soit par accident, donc incendie, bombardement, malveillance. Donc, ou les choses qui ont aussi parfois pu être détruites simplement par des difficultés de conservation, moisissure, oxydation des photos, que sais-je encore. Donc il y a à la fois la possibilité de traiter l'histoire en positif, mais on peut aussi avoir un petit aperçu de ce qui reste en négatif, sachant que tout ça constitue des corpus monstrueux. Je dirais que pour les archives départementales d'Oradour, il y a 94 pages de code.
Donc la seule chose qui ressort un petit peu de cette question, c'est que votre travail, messieurs, dames, est immense. François? Oui, je voulais revenir justement sur ce qu'a évoqué un peu Monsieur le directeur au sujet des archives des associations qui, à mon sens, est le point le plus problématique dans l'histoire de la mémoire, c'est qu'on n'a pas les archives des acteurs de la mémoire, en fait, qui sont les associations. Enfin, très souvent, par exemple, à Caen, les archives des sinistrés, de l'association des sinistrés, on n'a pas. Et plein d'associations diverses et variées, dont qui n'ont pas la sensibilité pour garder et organiser leurs archives, et puis pour lesquelles ils n'ont pas la démarche de les déposer ou décès du président, et souvent c'est gardé dans leur domicile. Et là, je pense qu'on parlait des grands trous dans les archives. L'archive du monde associatif, surtout dans les questions de mémoire, c'est vraiment un manque. Et je referme la parenthèse. Je vais dire ça tout à l'heure, j'ai oublié. Pour ce qui est des corpus, évidemment, c'est une vaste question. Stéphane, peut-être qu'il y a un problème. Les questions des corpus et des bases de données. Mais je sais. Bon, évidemment, et il faut s'entendre sur un objet d'étude, surtout si c'est un travail collectif. Je pense avec Anne et Aurélie, on avait une conversation sur toutes ces villes réseaux où on se disait qu'on allait faire quelque chose autour de la liste, de ce corpus de réseaux de villes martyrs et qui elles citaient, etc. C'est un beau projet. Après, la mise en œuvre est complexe et il faut définir l'objet de corpus et puis aussi pourquoi on veut l'interroger, quelles sont les problématiques autour de son interrogation. Après, d'un point de vue technique, il n'y a plus de problème maintenant. Avec un ordinateur personnel, on peut tout faire en termes de corpus. Hein, c'est pas là la difficulté, c'est plutôt effectivement la difficulté de définir son objet de corpus. Oui, je participe parce que j'avais pensé que j'avais écrit un moment que Elisabeth a écrit à Babette en disant qu'il pouvait venir, et en effet, elle avait promis de nous envoyer pour la liste des archives de Marzabotto, Montesole, mais elle ne l'a pas fait, mais en tant que j'ai pas mal travaillé récemment sur ces archives et je vais parler d'un corpus très important qui peut pas seulement intéresser ceux qui travaillent sur Marzabotto Montesole, mais au niveau général. J'avais parlé de beaucoup de listes des correspondances qui ont eu entre la mairie de Marzabotto et les différentes villes en France et dans d'autres pays. Mais en tant que je ne suis pas archiviste, Elisabeth n'est pas archiviste, mais elle avait dirigé l'organisation et la mise, disons, l'ordre de ce corpus. Il faut tout de suite dire que c'est une grande, j'avais souligné hier matin, c'était vraiment une grande mine, une grande source qu'on pourrait utiliser pour la recherche sur les villages martyrs. Et qui, par contre, ce que Françoise venait de dire, c'est une archive de l'association des familles. C'est une archive qui, en effet, est née comme archive privée de cette association, très très riche, à partir des années 46-47. Il faudrait peut-être, par exemple, ce que je disais sur la construction manquée de l'église auxerre, peut-être on pourrait faire même des confrontations avec les archives de la commune, mais il y a déjà presque tout là dans cette archive. Et cette association, dans les années
80, elle est devenue elle a été protégée, disons, par la loi régionale, et comme ça, elle est entrée dans les circuits des archives, des biens culturels. Il existe en Emilia-Romagna, dans ma région, une protection et un institut du patrimoine de la région. Et en plus, plus récemment, a reçu de l'argent de l'État pour la mise en ordre de tout là. Mais il reste une archive privée protégée par une loi régionale. Et qu'est-ce qu'on peut faire sur cette archive? Alors, quel est le corpus de cette archive? C'est une archive avec des documents d'une grande richesse, surtout grâce à ces maires qui avaient eu tous ces rapports. On va de la lettre de Willy Brandt à Kruiki, au maire d'Hiroshima, à les listes des Français qui on donne une longue liste qui viennent d'Istomo ou de Calabrita. Il y a vraiment une grande possibilité de travailler sur le plan des réseaux internationaux. Il y a des photos, là on vient de dire, il y a des photos qui, bien sûr, il y a des photos de la recherche, des photos des victimes, comme Oradour, mais ils ont continué, et je pense qu'Oradour a la même chose, ils ont continué à documenter avant avec les photos et après avec les films, toutes les célébrations, les rencontres, etc. Et la documentation est très large. On avait même trouvé les photos de jumelage avec Oradour et d'autres. Par contre, à différence d'autres, ils ont commencé à recueillir beaucoup d'histoires orales. On a vraiment, parmi des survécus, il y a soit à l'époque oral historique qui était écrite, non enregistrée, mais après même des vidéos. Et là, ça devient un modèle aussi parce que, alors, quel est l'autre, et des émissions, j'imagine que pour Oradour et pour d'autres, il y a un travail à faire qui est déjà fait, surtout les émissions de la télé, des films qui ont été recueillis pendant le temps, et on voit vraiment le développement d'une mémoire. Des célébrations et la transformation des lieux dans ces vidéos. Pas seulement italiennes, pour ce qui concerne, je me rappelle, et aussi j'avais donné j'avais une émission de la télévision catalane, j'avais même participé à ça, en introduisant des survécus, mais je pense qu'ils ont recueilli aussi d'autres documentations. L'autre, il y a sur Marzabotto et sur la ligne gothique, c'est-à-dire la ligne de défense, et on a fait pas mal de travail, ils ont fait beaucoup de travail lié à d'autres instituts, un peu comme l'Institut de la Deuxième Guerre mondiale, au temps présent que vous avez en France, mais ce sont des instituts toujours financés au niveau local et pas au niveau CNRS national. Mais on a été fait beaucoup de recherches, soit à British Archives, soit à Washington DC, pour retrouver la documentation sur la ligne de guerre. Et qui a été recueillie soit à Bologne, soit en rapport avec cette archive. Et dernièrement, la question plus importante, et je termine sur ça, je vous avais parlé de l'armoire de la honte et des procès qui ont été, les procès que nous avons eus au début de ce siècle. Et là, il y a eu vraiment je peut-être souligne ça, une vraie collaboration entre historiennes et la magistrature militaire, qui a couvert beaucoup de documentation, pas seulement Marzabotto, mais toute
l'Italie sur les problèmes des massacres des responsables et aussi des recherches qui ont été faites en Grèce et dans d'autres pays. Et l'engagement des historiennes pour aider la magistrature militaire à établir enfin une, je ne dis pas une vérité, mais une justice envers les communautés dans ces procès nous a porté, après, bien sûr, après 89-90, à travailler sur les archives allemandes. À Freiburg, il y a moi aussi, mais surtout d'autres historiens qui ont travaillé aux archives à Berlin, des archives militaires, et comme ça, on peut vraiment intégrer un corpus qui naît d'une communauté locale à un ensemble des questions et des moments qui arrivent jusqu'à nos jours et qui, par exemple, la reconstruction, aujourd'hui on a abordé hier, aujourd'hui, le thème de la reconstruction, c'est une question qui arrive maintenant. On n'a jamais vraiment pensé de travailler sur le terrain sur ces problèmes. Comme, avoir un corpus sûrement aide à avancer dans notre recherche et même à faire naître d'autres questions auxquelles on n'avait jamais pensé. Merci. Donc, quelques remarques par rapport à ce que vous venez de dire. Sur les villages, les villes martyrs, on s'est concentré sur la Deuxième Guerre mondiale, mais on pourrait évoquer d'autres villages martyrs. Peut-être que Michel Sarter en dira quelques mots, d'autres. On en parlait à midi, de villages martyrs de la Première Guerre mondiale, où j'évoquais ce matin par téléphone avec l'amour radiant. Je disais que j'étais en colloque, à tous les villages martyrs et extrêmement nombreux en Arménie, et là, c'est encore un autre champ pour poser la main, mais c'est juste une parenthèse. Peut-être que Michel reviendra là-dessus. Dans ce que vous venez de dire, je trouve extrêmement intéressant de voir que le qualitatif, le quantitatif, et c'est aussi le fait que les corpus conservés dans les institutions s'enrichissent, deviennent autres, et deviennent à eux-mêmes un corpus de recherche. C'est-à-dire ça devient une archive en soi, c'est-à-dire que les corpus constitués deviennent une archive puisqu'ils datent et ils sont contextualisés, ils montrent l'état de la recherche à un moment donné. Je crois que de ce point de vue-là, on ne pose pas les mêmes questions, c'est vrai selon les périodes et selon les archives auxquelles on peut avoir accès. Je voudrais juste ajouter une chose. Qu'est-ce qui fait corpus? Hier, il était dit, je travaille que sur 5 entretiens. Est-ce que ça fait corpus? Ou d'autres, je fais corpus parce que j'ai 500 entretiens. Et est-ce que finalement, entre 5 et 500, il n'y a pas un moyen terme? Parce que c'est toujours la volonté de l'exhaustivité. Est-ce que enregistrer tous les témoins, ça a du sens? Je ne crois pas. Ça a du sens dans la façon de prendre en compte la mémoire des gens. Pour la recherche en histoire, ce n'est pas forcément aussi peut-être nécessaire, mais ça, c'est un autre débat. Ce qui est plus important, je pense, pour les archives orales, dont il n'a pas été question là, c'est l'importance qui est puisque maintenant, ces archives orales qui ont été faites dans plusieurs décennies, qui deviennent donc des archives orales, c'est qu'elles doivent être extrêmement renseignées par ce qu'on appelle les métadonnées, qui sont ce que l'on fait dans les centres de conservation des archives orales, les phonothèques, qui sont parfois dans les archives départementales ou parfois dans des institutions à côté, c'est-à-dire qui a fait l'entretien, quel rapport il a avec son terrain, à quel âge avait-il, dans quel contexte il l'a fait, qui était présent, qui n'était pas présent, qui était présent mais dans la pièce à côté, comme on dit, qui écoutait mais dont la présence pouvait influencer sur le témoignage. Qui était ce témoin? Est-ce qu'il était un témoin professionnel, c'est-à-dire qui avait l'habitude de parler et qui, en parlant, se protégeait et ne disait pas tout, il disait simplement, tout simplement, un témoin ne dit jamais tout, et il ne dit que ce qu'il a bien envie de dire au moment où on l'écoute. Et donc, en fait, tout ça, c'est tout à fait essentiel
Sinon, ces archives orales deviendront des archives dont l'historien futur ne pourra pas l'utiliser parce qu'il n'aura pas les clés de compréhension de ce qui a été fait. Donc la contextualisation, qui est notre leitmotiv à nous historiens, mais pas que, je crois que c'est les métadonnées que les archivistes ont l'habitude d'avoir pour les archives papier, comme on dit. Pour les archives orales, c'est vraiment des choses essentielles. Et évidemment, par ailleurs, eh bien, le fait de demander les autorisations est ce qui me permet de passer à la dernière question, c'est-à-dire, une fois qu'on a toutes ces archives, on va faire du travail, et Françoise l'a abordé tout à l'heure en disant qu'il faut croiser les sources, croiser les orales, l'écrit, visuel, etc., les terrains, les paysages, les territoires, mais quelles sont les contraintes ou les facilités que l'on peut avoir pour restituer? Parce que dans le fond, toutes ces études, à un moment donné, elles peuvent être restituées sous forme d'ouvrage, sous forme d'exposition, sous forme d'autres choses, maintenant sous des formes de production visuelle. Et donc là, on se retrouve face à des questions à la fois éthiques, juridiques, scientifiques. Et donc voilà, j'aimerais vous entendre les uns et les autres sur ces questions. Alors, en fait, l'accès aux archives, pour ce qui est l'accès aux archives, on va dire qu'il y a deux choses. La première chose, effectivement, c'est la protection de la personne, du producteur, qui est encadrée en France par le droit, en tout cas pour les archives publiques, puisqu'il y a un article L213.2 du Code du patrimoine qui définit les délais de communicabilité en fonction de la sensibilité des documents. Je ne fais pas la liste, c'est exhaustif. Et sachant donc que même si ces textes est le document qui est le plus l'élément fondamental pour l'accès aux archives, il y a aussi donc pour certaines typologies d'autres textes, et donc les archives de France ont recensé à peu près 3000 réglementations différentes selon les documents auxquels vous voulez accéder. Donc aujourd'hui, vous avez un petit outil qui s'appelle @docs qui vous permet de lever cet écueil. Donc, pour les archives publiques, l'accès il est encadré, et même si vous êtes dans un délai, il y a la possibilité pour les chercheurs scientifiques de faire une demande de dérogation, ce qui permet de documents en totalité ou partiellement. Là, effectivement, les choses deviennent un peu plus compliquées, c'est lorsque vous avez affaire à des archives qui sont d'origine privée. Quand ce sont des archives privées en main privée, de toute façon, l'accès est 100% discrétionnaire, puisque le propriétaire fait ce qu'il veut. Donc, si on veut y accéder, il vaut mieux être sympathique avec lui, et parfois, il ouvre les portes. Quand ce sont des documents qui sont déposés aux archives départementales, il y a un contrat de dépôt, un contrat de don, qui précise les modalités d'accès. Donc, on essaye de faire en sorte qu'on soit sur les mêmes modalités que les archives publiques, ça nous simplifie la vie. Mais vous avez parfois des gens qui ne veulent pas qu'un tel puisse les voir, etc., et donc ils mettent d'autres limites. Donc, dans ce cas-là, le contrat fait foi et on s'y adapte. Et enfin, donc, il y a d'autres éléments supplémentaires au niveau légal qui viennent se surimposer, notamment dans le cadre de la collecte de la mémoire orale, qui sont les droits d'auteur et les droits d'image de la personne. Donc, on retrouve aussi dans le droit des photos. Enfin, voilà. Donc, tout ça sont des choses qu'il faut prendre en compte et qui nécessitent parfois un délai pour l'accès aux documents, puisqu'il faut obtenir des autorisations. Donc, là, on est dans le pur droit, donc ça, en général, c'est vous faites la demande et c'est nous qui essayons de gérer ça pour vous. Alors, parfois, on dit non, mais si on dit non, c'est pas chaud. Donc, ça, c'est une chose. Après, vous avez donc ces corpus auxquels il faut accéder. D'autres difficultés pour y accéder, effectivement, c'est d'avoir les clés d'entrée. Puisqu'en général, donc, les archives sont classées donc, avec une approche donc, qui est celle du producteur du document. C'est le principe de respect des fonds. Donc nous, quand la préfecture nous envoie les documents, on va les garder dans l'ordre dans lequel la préfecture les a classés et on va les inventorier selon la manière dont la préfecture les a classés. Donc avec des aspects très administratifs. Je prends cet exemple-là. Pour Adour, par exemple, la reconstruction, on va avoir un certain nombre d'éléments très administratifs et qui ne sont pas forcément accessibles pour vous de prime abord. Donc derrière, et avec les outils informatiques qu'on a aujourd'hui, on a la possibilité de faire des indexations en y rajoutant jusqu'à 14 tags différents. Donc ça permet déjà d'accéder plus facilement.
En plus, donc, les documents aujourd'hui, ils sont aussi pour un certain nombre mis en ligne et puis donc, numérisés, mis en ligne. Donc là aussi, derrière, ça permet de créer des accès par des clés de recherche et des moteurs de recherche. Donc ça, c'est à peu près le point auquel on est aujourd'hui, sachant que bon, pour ce qui est mis en ligne, on est à peu près à 5% de l'existant, avec des choses assez réelles. Heureusement, l'avenir arrive et l'accès va être de plus en plus facile grâce à des nouvelles technologies. Notamment, ce qui existe déjà, notamment pour les archives de la presse, c'est l'ossérisation, la reconnaissance de caractère optique, qui permet de faire des recherches en plein texte sur l'ensemble de la presse. Donc, actuellement, la BNF est en train notamment de collecter tous les journaux du Sud-Ouest. Pour la Haute-Vienne, sachez qu'une grande partie est déjà en ligne et que les choses sont en train de se faire parce qu'après leur machine avance doucement, mais normalement, d'ici 2 ou 3 ans, l'ensemble de la presse, au moins jusque dans les années 60, sera accessible et ossérisé, donc recherche en plein texte. On est aussi donc à notre niveau en train de numériser, de mettre sur Gallica les journaux de la résistance, comme Bali par exemple, c'est des sources nouvelles qui vont arriver. Et donc, autre progrès, c'est la recherche non plus sur l'OCR, le HWR, qui est la reconnaissance de l'écriture manuscrite, qui est quelque chose qui est en train doucement de se développer. Donc, pour la Haute-Vienne, on est dans un projet qui ne concerne pas directement, qui est donc le travail sur la reconnaissance manuscrite des recensements de population 1836-1936. Donc, 1936, ça peut parfois friser un petit peu la partie Seconde Guerre mondiale. Et derrière, c'est vraiment une pratique qui se développe depuis quelques années. Donc, si ce projet-là fonctionne, on essaiera de travailler sur d'autres sources. Alors, je ne vous garantis pas qu'on fera ça sur les archives allemandes avec de Sütterlin, parce que ça, c'est encore une autre histoire. En tout cas, l'idée, c'est de permettre de plus en plus un accès multiple, le plus large possible aux documents et de permettre à chacun de chercher selon son centre d'intérêt. Sachant que de toute façon, le document lui-même, il est donc produit par un producteur qui va apporter son point de vue, va ressentir dans le document, mais aussi dans la description, et après, chacun va avoir son centre d'intérêt. Donc, sur Oradour, on va avoir tout un tas de possibilités de recherche, que ce soit sur l'histoire du massacre, sur l'histoire de la reconstruction, sur l'histoire de l'art, avec par exemple les vitraux de l'église réalisés par les ateliers Chibaud et donc créés artistiquement par Rome. Enfin voilà, il y a énormément de possibilités d'entrée. Il faut que ce soit possible. Intellectuellement et manuellement, pour l'instant, c'est difficile de réaliser des outils qui aient suffisamment, l'ensemble des facettes possibles et imaginables de la recherche. Et donc, c'est des outils, notamment ensuite aussi pour faire le tri, des outils d'intelligence artificielle qui vont améliorer la recherche. Donc aujourd'hui, là, on va être sur une recherche qui va parfois être très ciblée. Demain, grâce à ces outils, on pourra vraiment avoir une approche plus globale, comme par exemple suivre un ensemble de personnes à travers leur pérégrination dans la Deuxième Guerre mondiale ou suite à la destruction du village, les gens qui sont morts, etc. Donc il y a plein de choses qui vont s'ouvrir. Et donc, pour finir, pour effectivement tout ce qui concerne les destructions massives, c'est le cas des villages martyrs, mais c'est aussi le cas des régions martyrs, parce que parfois ça s'étend un petit peu plus. Donc, pour tout ce qui est régions sinistrées de la Première Guerre mondiale, qui vont du nord jusqu'au Vosges, il va y avoir des projets notamment sur les dommages de guerre, sur des choses comme ça, ou sur l'exode des populations qui étaient présentes, qui seront possibles grâce à ces outils-là, qui aujourd'hui sont des travaux intenables. C'est Philippe Salson a fait une thèse sur les zones occupées, les dommages de guerre, sur une partie de l'Aisne. C'est déjà un travail de Romain, il a passé des années. Donc, vraiment, il faut savoir qu'aujourd'hui, les archives existent et les outils pour les traiter sont en train d'apparaître. Merci. Françoise? Moi, je vais vous faire arrêter vos rêves. Et je crois bien à la réalité du travail de l'historien avec ces témoignages que j'évoquais tout à l'heure, collectés par le mémorial dans les années, les premiers, je crois que c'est 1982, 1985, donc des témoignages de gens qui avaient 20 ans, 25 ans, 30 ans,
pendant la bataille de Caen. Eh bien, ces témoignages sont parfaitement bien conservés, mais on n'a plus l'appareil pour lire la onde magnétique, ils ne sont pas numérisés, et donc je ne peux pas les écouter. Donc, pour les anciens témoignages oraux, il y a un vrai problème d'accès, d'autant plus qu'à l'époque, on ne signe pas de dépôt, les formes juridiques n'existent pas, et donc les archives ne les communiquent pas non plus, hein, on est d'accord. Hein, donc, alors que maintenant, c'est vrai que tout est bien organisé, on enregistre en numérique, on peut faire des plages, et puis tous ces systèmes juridiques de dépôt, d'accord, de l'interviewé sont en place, et nos successeurs pourront travailler sans problème sur les témoignages, mais nous, c'est plus difficile. Oui, il y a cette dimension qui est quand même importante. Enfin, tu le disais, Françoise, l'aspect technique. L'aspect technique pour les photos, ça a été un peu travaillé. Il y a des photos qu'on peut pas, sur les photos qui sont sur plaque, par exemple, de verre. Avant, là, il faut avoir les outils, ça coûte très cher de les remettre à la disposition. Les archives orales sur cassette ou sur bande magnétique, c'est aussi quelque chose. Alors, c'est vrai qu'actuellement, moi, je pense surtout dans le cas d'histoires traumatiques, il y a les injonctions qui sont faites de la science ouverte, hein, qui sont quand même une dimension extrêmement importante, de tout communiquer, hein, de mettre tout à disposition. Et effectivement, ce que vous venez de dire est tout à fait important. On va pouvoir accéder avec un clic. Mais est-ce qu'on peut mettre comme ça, avec un clic, des témoignages douloureux, des choses qui sont ce que avant les règles de communication préservées. Et il y a une formule qui est dite dans les archives de la science ouverte que je trouve extrêmement forte, qui est les principes du FAIR, c'est F-A-I-R, qui est aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Et je crois que quand on a ce principe-là, on est tout à fait dans des garanties qui sont aussi la responsabilité du chercheur. Parce que, bien sûr, on a beaucoup parlé, parce qu'on peut avoir une distance par rapport à l'objet sur lequel on travaille, si on n'est pas soi-même, enfin, si on n'est pas descendant de ces villages martyrs, on peut. Mais quand on est descendant, je pense à Céline qui a fait toutes ces enquêtes sur les grands-parents. C'est quelque chose de très lourd et tout ça, et dans la restitution qui peut être faite, je pense qu'il y a beaucoup de prudence aussi qu'il faut avoir dans ce que l'on restitue et la manière dont on le restitue. Je crois que ça aussi, c'est une des responsabilités à la fois des historiens dans le travail qu'ils rendent public, et des conservateurs et des responsables d'institutions dans ce qu'ils mettent à disposition, et dont la façon dont on peut dire beaucoup de choses. Tout est dans la manière dont on le dit, je crois, dans ces aspects-là. Le temps passe, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps pour des questions. Je pense qu'il y en a peut-être une ou deux, et puis je voudrais juste faire une petite conclusion qui passera la parole au concluant de ces journées. Oui, moi j'ai une question. On a l'air tous de considérer qu'il est tout à fait normal qu'il y ait des archives, et on ne pose pas la question de la mise en archive. Pour une association, c'est un pas considérable que de se dire qu'il faut garder ses papiers, les ranger, et cette conscience de l'archive n'existe pas. Alors, quelle est l'histoire de la constitution des archives? Moi, en France, évidemment, il y a un cadre préétabli qui existait avant la guerre, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Mais dans d'autres cas, je ne sais pas, en République tchèque ou en Grèce, cette conscience de la nécessité d'une mise en archive des villages martyrs, est-ce qu'elle est forte? Et voilà, je n'attends pas de réponse, mais je me dis que c'est peut-être un aspect de la question qui serait. C'était un peu la question des corpus, qui était une mise en archive. Françoise en a un peu parlé, mais c'est vrai qu'on est resté dans un cas, grâce à Patricia sur Mazzaroto, mais on est resté dans un cas très franco-français, je le crois.
De toute façon, Marie, comme tu dis, pas tout doit être extrait. Il y a le contrôle, s'il y a des archives orales, tu vas pas les mettre en ligne. Il y a tout un contrôle entre l'archiviste et ceux qui va consulter l'archive. Il y a des nouveaux archives, je pense à l'archive sur les aidés réfugiés qui a été fait, bien fondé à Berlin, ça fait quelques années. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent de leur exil, de la fuite d'autres pays, mais c'est contrôlé. C'est quelqu'un qui les cherchait, va sur place et lit les archives. Ça, pas tout doit être mis à Internet. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec cette nécessité d'avoir le contrôle, mais il y a des injonctions inverses qui incitent, et moi je le vois dans un certain nombre d'institutions, où les gens veulent mettre les archives orales en ligne. Et ça, c'est quand même une question qui doit être abordée, surtout quand il s'agit d'archives et de témoignages oraux de cas aussi difficiles, mais de toute façon, tout témoignage oral présente dans son récit de vie des choses que peut-être les gens n'aimeraient pas que soient diffusées sur la place publique. Donc c'est une vraie responsabilité, c'est de ça dont je voulais parler dans cette espèce de principe qui me paraît nécessaire, aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Et je crois que c'est fondamental. Quant à la nécessité de prendre conscience des archives, je dirais que c'est comme dans les familles, hein. Il y a des gens qui jettent tout, il y a des gens qui conservent, et on est là face comme il s'agit du privé, c'est peut-être une grande question de moyens. Ça ne va pas de soi du tout de garder ces archives, je suis tout à fait d'accord, et les associations, elles ont besoin d'être sensibilisées, et c'est des gens de l'extérieur qui leur disent que c'est important de garder la documentation, mais je suis tout à fait... Moi, je travaille avec l'archiviste de l'université qui me demande les archives du labo. Il n'y a pas un historien qui garde ces archives. Ça ne va pas de soi. Ou qui le dépose. Qui les dépose. Qui les dépose, oui. Outre le fait que, ce que j'ai entendu, que je parle à mon collègue de Caen, parce que c'est obligatoire pour les universités de verser des archives, archives départementales. Donc, elle fait son travail, elle essaie justement de sensibiliser les laboratoires à organiser leurs archives. On est sur la même chose ici. Donc, pour ce qui est de la constitution des fonds, dès qu'on a un système qui est organisé administrativement, ça ne pose pas de problème, puisque, à la limite, plus encore que la France, les pays de l'Est, l'Allemagne et plus à l'Est, avaient une organisation, donc, avec les documents privés, ils avaient la registrature, l'alter-registrature avant de passer aux archives. Donc, c'est des gens qui sont à la limite encore plus structurés que nous. Effectivement, la difficulté, c'est la manière dont la personne privée va gérer ses documents. Et c'est lié à beaucoup de choses, puisque déjà, il y a une prise de conscience ou non. Lorsqu'on est dans des associations qui sont sur un aspect mémoriel, il y a de fortes chances quand même qu'elles aient cette volonté de garder une trace. Actuellement, on est en train de travailler sur les archives du sport. Je peux vous dire que les associations sportives, au niveau de la mémoire, c'est une catastrophe. Il n'y a rien. Là, effectivement, le témoignage oral devient extrêmement utile. Donc, voilà. De toute façon, le privé, c'est un individu privé. Il a les obligations qui lui sont données par la loi. Après que ce soit une personne morale ou physique, il est libre de faire ce qu'il veut avec ses possessions. Et on ne peut pas le contraindre ni à conserver des choses, ni à les déposer, les verser. C'est, voilà, après, c'est tout l'art de la recherche qui est compliqué, c'est d'avoir la chance de trouver la ressource pour pouvoir rechercher. Et puis, donc, dernier petit point quand même aussi sur ce qui est de la mise en ligne des archives orales. C'est peut-être vrai pour des collègues qui sont anciennes, où juridiquement ce n'est pas très encadré. Aujourd'hui, donc, on a à chaque fois qu'on a une collecte d'archives orales, un contrat qui prévoit les cas de réutilisation du témoignage, y compris la mise en ligne totale ou partielle de la collecte.
Et donc actuellement, dans le cadre des archives du sport, les archives départementales de Vienne font ce type de collecte d'archives orales, qui sont peut-être un peu moins sensibles que pour les martyrs, etc. Je suis bien d'accord, mais donc on a ce cadre-là et ces documents pourront être utilisés pour une exposition qu'on prévoit en fin d'année 2024 et pourront aussi partiellement, en petite pastille d'une ou 2 minutes, être mis en ligne sur notre site, avec l'accord à chaque fois des témoins. Merci, donc le temps passe. J'avais juste pour passer la parole à ceux qui concluent et qui vont conclure, puisque normalement notre table ronde devait avoir un aspect méthodologique. J'avais envie de vous dire, pour terminer, en reprenant une citation des pères des historiens, Langlois et Sénéogos, et en faisant une analogie, vous avez changé le terme de monographie par colloque. La conclusion régulière d'un bon colloque, ou plutôt d'une bonne monographie, c'est le bilan des résultats acquis par elle et ce qui reste obscur. Un colloque ainsi conduit peut vieillir, mais il ne pourrit pas et les auteurs n'auront jamais lieu d'en rougir. Donc à vous pour les conclusions. Merci.